Bonjour Madame Souvigné, donc vous êtes prof d'SVT au lycée Jacques Duhamel à Dole. Et aujourd'hui on va parler donc d'un virus, de qu'est-ce qu'un virus. Et donc on va commencer tout de suite par la question généraliste, hein. Qu'est-ce qu'un virus? Bonjour, alors ça a l'air très simple mais ça l'est pas, puisque un virus c'est à la fois un organisme qui possède une information génétique mais qui n'est pas considéré comme vivant par les biologistes parce qu'il n'est pas cellulaire et que surtout il n'est pas autonome. Voilà, donc pour faire simple, on va dire que tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Dans cette cellule, il y a une information génétique. Et cette information génétique, en fait, elle permet à la cellule de fabriquer tout ce dont elle a besoin pour fonctionner. À partir du moment où on lui donne de quoi se nourrir, d'accord, elle va pouvoir s'auto-entretenir, elle va pouvoir se multiplier, etc. Un virus, c'est pas une cellule, donc ça a souvent une petite capsule de protéines, une toute petite information génétique, et c'est obligé de rentrer dans une autre cellule, enfin dans une cellule en l'occurrence, pour pouvoir utiliser toute la machinerie qu'il y a à l'intérieur, de façon à pouvoir refabriquer ses protéines, son information génétique, se multiplier et pouvoir ressortir. D'accord ? Donc, on est sur un parasite. Lorsque le virus rentre, qu'il utilise la machinerie cellulaire, bien sûr, la cellule n'est plus trop en état de fonctionner correctement. Et surtout, lorsque les nouveaux virus vont ressortir de la cellule, elle va éclater. Donc c'est très fatigant, puisque pendant que la cellule est utilisée par le virus, elle ne fonctionne pas. Et en plus, après l'infection virale, il faut reconstruire toutes les cellules qui ont été détruites par cette infection virale. C'est en quelque sorte un cheval de Troie en fait. C'est pas pour rien qu'on fait une analogie entre les virus informatiques et les virus du monde naturel, on va dire. D'accord. Voilà. La question qui suit donc, c'est comment un virus contamine l'humain? Comment il rentre dans le corps humain? Alors, ça dépend des virus. Certains virus ne sont présents par exemple que dans les sécrétions sexuelles ou le sang. C'est le cas du virus qui aboutit au sida et donc qui ne sera transmis que par contact sanguin ou contact sexuel. D'autres virus, comme celui dont on parle beaucoup en ce moment, peuvent survivre quelques jours sur les objets, les surfaces, et surtout ils vont se transmettre d'une personne à une autre en naviguant sur des micro-gouttelettes que l'on produit tous en fait en respirant, en parlant, en éternuant et en toussant bien sûr, qu'on appelle les aérosols. Voilà. Donc si le virus sur un aérosol arrive à pénétrer à l'intérieur par exemple du nez, de la bouche, de l'œil de quelqu'un, il va trouver un terrain favorable, il va pouvoir se multiplier et envahir petit à petit le reste de l'organisme. D'accord. Et donc là on parle d'un virus qui rentre dans un corps humain, d'une personne X par exemple. Comment un virus se transforme en une épidémie, voire une pandémie comme on l'a eu avec le coronavirus? Alors, tous les virus et de manière globale, tout ce qui est capable de nous infecter n'ont pas la même capacité à se transmettre d'une personne à une autre. Le virus responsable de l'épidémie actuelle, de la pandémie actuelle, est un virus qui a un fort potentiel de transmission. Comme l'est par exemple les virus qui donnent la gastroentérite. Il y a d'autres virus qui ont un potentiel de transmission qui est beaucoup moins élevé. Voilà. Donc à partir du moment où pendant un certain temps on a dans une population des individus qui sont porteurs de ce virus et qui l'excrètent dans le milieu autour d'eux, s'il n'y a pas de limite entre ces personnes et celles qui sont autour, le virus se répand gentiment dans la population. Voilà. D'accord.
Est-ce que avoir une bonne défense immunitaire, ça peut protéger d'un virus comme celui-là? Je ne sais pas ce qu'on appelle une bonne défense immunitaire. Alors déjà, le système immunitaire, c'est hyper compliqué. C'est un domaine de recherche en biologie qui est extrêmement important parce qu'on en apprend quasiment tous les jours en fait sur le fonctionnement de ce système immunitaire et sur sa complexité. Il est certain que quand on est sur un organisme qui est affaibli à la base par une autre maladie, par une autre infection, par un certain nombre de désordres, forcément, le corps n'a pas les ressources nécessaires pour lutter, mais quelle que soit l'infection, je dirais. Quand on a un organisme qui est en bon état de fonctionnement, qui est bien nourri, bien reposé, oui, on a plus de chances que le système immunitaire arrive à trouver les ressources pour lutter contre une infection. D'accord. Et au niveau d'un virus comme le coronavirus, qui est du coup, enfin qui est apparu, on va dire, en 2019, ça marche pareil? Bien sûr, ça marche pareil. Et c'est pour ça qu'on a un certain nombre de maladies ou de troubles qu'on appelle des facteurs de risque ou comorbidités ou facteurs de vulnérabilité, en fait, qui font que l'individu en soi déjà n'est pas dans un état de forme optimale et qui font aussi que en fonction de ces traitements, en fonction d'un certain nombre de mécanismes qui ont lieu au niveau de ses propres cellules, le virus aura plus de facilité à entraîner des désordres importants. Voilà. D'accord. Ce qui explique en fait la mortalité différentielle selon la classe d'âge. D'accord. Est-ce que le Covid-19, du coup, est un virus qui est vraiment très dangereux, comme on a pu peut-être le ressentir à travers une sorte de psychose générale, ou est-ce que c'est un virus finalement qui se réfère enfin, qui est assez similaire à d'autres virus qu'on a pu déjà rencontrer? C'est une question qui est difficile parce qu'elle ne touche pas qu'à la biologie. On peut dire à l'heure actuelle, et j'insiste sur le à l'heure actuelle, que grosso modo en moyenne, le taux de mortalité du coronavirus, celui-ci en tout cas, il est compris entre 0,3 et 0,7%. Ce qui est un peu plus que la grippe saisonnière et qui est très très loin, par exemple, d'Ebola. D'accord ? Ce qui rend ce virus particulier, c'est que ceux qui le transmettent sans le savoir, les jeunes, sont très peu touchés. Grosso modo, on est sur un taux de mortalité de 0,01% chez la classe d'âge que tu représentes, aux alentours de la vingtaine, d'après les 2 dernières études qui sont sorties en août. Et on est sur une mortalité supérieure à 10% chez les plus de 75 ans. Alors 10%, c'est pas négligeable en fait. Faut bien dire ce qui est. Ça veut juste dire une personne sur 10 qui va en mourir. Je ne parle pas des séquelles, on est d'accord. Parce qu'on peut très bien se sortir d'une maladie à coronavirus, mais en garder des séquelles, que ce soit au niveau cardiaque, neurologique, pendant de très longues années. Voilà. Mais c'est compliqué, parce qu'en fait, le virus, il a émergé fin 2019. On a commencé à vraiment l'étudier en janvier. Et vraiment, tous les scientifiques se sont jetés sur cette nouvelle donnée parce qu'il fallait avoir des réponses. Mais la science, les réponses, elle ne les donne pas en 2 mois, jamais, en fait. C'est pas possible. Parce que les études qui vont permettre de donner un lien réel, argumenté, documenté entre l'infection au coronavirus et la persistance de séquelles dans telle tranche d'âge et à tel pourcent, on les aura dans longtemps, puisqu'il faut un recul. C'est la même chose pour le taux de mortalité, en fait.
Quand on ne sait pas combien de personnes sont infectées, mais qu'on connaît le nombre de décès, c'est très compliqué de dire le virus il est mortel à tant de pourcents, forcément. Donc plus on avance, plus on en sait, mais on est très très loin d'avoir une vraie vision globale des répercussions de ce virus dans la population humaine. Et ce taux de mortalité dont vous parlez, il a été modifié, on va dire, il a évolué en fonction du confinement finalement. Alors le taux de mortalité il a surtout évolué en fonction des données, puisque le taux de mortalité, qui était estimé par exemple chez les plus de 75 ans en France fin mars ou début avril, c'était un chiffre à plusieurs dizaines, ce qui n'est plus le cas en fait. Et le taux de mortalité il dépend aussi de l'accès aux soins. Confiner la population, le but, je ne suis pas homme politique, mais j'imagine que le but, c'était d'éviter d'engorger les services de réanimation de façon à ce que tous ceux qui étaient malades et qui en avaient besoin puissent bénéficier de cette réanimation. C'était ça, en fait. Limiter la circulation du virus de façon à ce que les hôpitaux puissent faire face. Voilà. D'accord. Et puis une dernière question qui va plus se référer aux gestes barrières qu'on met en place aujourd'hui. Dans cette sorte de post-confinement, finalement, la vie reprend un petit peu, les institutions redémarrent avec l'école notamment. Est-ce que les gestes barrières sont vraiment utiles? Et dans quel contexte ils peuvent l'être moins ou plus, par exemple? Alors oui, les gestes barrières sont utiles. Donc dans le cas du coronavirus qui nous intéresse, le virus n'a pas qu'une seule capsule protéique autour de son information génétique. Il a aussi une membrane qui est équivalente à celle qu'on a, équivalente. Comme celle de nos cellules, c'est une membrane faite de lipides, de gras. Or, le gras, il est détruit par de l'eau et du savon, par exemple. Donc, se laver les mains correctement au savon, c'est un vrai geste barrière qui va permettre d'éliminer le virus sur les mains. Alors, tu vas me dire, oui d'accord, mais je ne respire pas par les mains, certes. Sauf que on touche très très souvent notre visage. Donc, on peut se transmettre le virus que l'on a sur les mains via la bouche, le nez ou les yeux. Voilà. Donc, se laver les mains au savon, j'insiste, c'est très important. Et quand on n'a pas de savon, le gel hydroalcoolique a exactement le même but, c'est-à-dire éliminer le virus qui est présent sur les mains. Charge à toi après d'aller éviter de mettre tes mains sur ton visage. L'avantage du masque, c'est que déjà, il t'évite de mettre les mains sur ton visage en soi. Et c'est surtout qu'il limite la propagation du virus. Tout à l'heure, je t'ai expliqué, c'est un virus qui est porté par les aérosols. Donc, la taille du virus, c'est à peu près 100 nanomètres. Donc, 100 nanomètres, ça veut dire 100 milliardièmes de mètre. C'est vraiment tout petit, d'accord. Mais lui, il ne se déplace pas tout seul, il n'a pas des ailes, le virus. Donc, il se déplace sur ce qu'on appelle des aérosols. Et ces aérosols, eux, on va dire qu'ils font une taille moins de 5 jusqu'à 400 microns. Donc, millionième de mètre. Pour tout ce qui est inférieur à 5, je vais y revenir. Là, on peut aller sur quelque chose qui va très très loin, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres dans l'environnement, quand on respire, quand on parle. Les plus gros aérosols, ceux que l'on expectore quand on tousse ou quand on éternue, vont tomber très rapidement au sol. Donc le masque, en fait, son but, c'est d'éviter un passage à travers. C'est assez simple à comprendre. La taille des mailles du masque, elle est de 10 micromètres. J'insiste dessus parce que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux des infographies qui disent on nous ment, le virus est beaucoup plus petit que la taille du masque, donc il traverse le masque. Non, non, non en fait. Parce que le virus, il n'est pas tout seul. Le virus, il est porté par des gouttes et ces gouttes, elles sont arrêtées
par les mailles du masque. Même les plus petites que la taille du masque. Parce qu'un masque, c'est pas un tissu avec des trous, c'est différentes couches de tissu avec des trous qui ne sont pas les uns en face des autres. Alors le jour où on verra des gouttelettes de salive faire des virages, comme dans un Grand Prix de Formule 1, pour arriver à passer les différentes couches du masque, on m'appellera, d'accord ? Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les forces électrostatiques. La force électrostatique, tout le monde la connaît. C'est celle qui fait que quand on enfile un pull en synthétique, on a les cheveux qui se mettent à se relever ou on a des petites décharges électriques quand on touche quelqu'un. Ces forces électrostatiques, elles permettent de retenir les gouttelettes portant le virus au niveau du masque. Donc oui, le port du masque, c'est hyper important. Ça n'arrêtera pas l'intégralité de la circulation du virus, personne ne peut le dire. Ça serait faux. Par contre, ça va la limiter. Or, c'est bien le but. On n'empêchera pas que les gens s'infectent les uns après les autres. Ce qu'on veut, c'est éviter que trop de monde soit infecté en même temps. Parce que c'est nos vieux qui vont se retrouver en réa, en fait. Donc, tu me poses la question, oui, les gestes barrières, comme essayer de garder une certaine distance, porter un masque le plus souvent possible, et se laver les mains, c'est hyper important. Voilà. Et dans un contexte moins général, comme par exemple, vous êtes prof, donc dans un lycée? Alors, dans un lycée, ce qu'on constate déjà, c'est que les jeunes ne sont pas du tout retors au port du masque, et honnêtement, l'immense majorité fait super attention. Il est difficile que tout le monde fasse attention tout le temps. On a des lycéens qui partent de chez eux à 7 h du matin, qui rentrent à 19 h. En théorie, ils ne devraient poser leur masque que 20 minutes le temps de manger au self. C'est compliqué. Si ils ont besoin de, entre guillemets, respirer, parce qu'on respire très bien sous un masque, je parle de respirer en termes de chaleur qu'il peut faire dessous. S'ils ont besoin de respirer, ce qu'il faut, c'est qu'ils aillent à l'extérieur, pas collés les uns contre les autres, pour éventuellement poser leur masque quelques minutes. J'insiste bien sur la distance sociale dans ces cas-là. Et que par contre, ils aient un port drastique à l'intérieur du bâtiment pour éviter que tous ces aérosols se déposent sur les surfaces, que quand l'élève suivant arrive, eh bien, il récupère ces aérosols sur ses mains et que comme ça, il les transmette petit à petit. Il ne faut pas oublier quand même que le but, c'est d'éviter que le virus revienne dans la maison. Parce que les jeunes ne sont pas un public qu'on peut considérer comme étant fragile. Mais leurs parents, oui, en fait. Leurs parents ou leurs grands-parents. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis peut-être à bientôt dans une nouvelle vidéo ou dans un nouvel article de Libre Commerce. De rien. Merci.